Ce n'était pas un cri, ce n'était pas non plus un mot. C'était un bourdonnement, bas et ronronnant. Un bruit qui semblait ramper dans les oreilles et s'installer à l'intérieur du crâne. Il n'était pas fort, mais il emplissait l'air vibrant dans vos os, vibrant dans votre poitrine. Carlos recula en trébuchant, se tordant les oreilles. « Qu'est-ce que... » commença-t-il à dire, mais il ne finit pas. Il s'est retourné, il a marché droit vers le bord du pont. Je n'ai pas compris ce qui se passait, aucun d'entre nous ne comprenait, jusqu'à ce que Carlos enjambe la balustrade et saute. Que Dieu me vienne en aide, je n'ai pas essayé de le sauver. Aucun d'entre nous n'a essayé. L'éclaboussement a brisé le silence. Puis, la jeune fille s'est redressée, ses lèvres ont bougé, la note s'est amplifiée. Elle a croisé les jambes et penché la tête, comme si elle chantait une berceuse pour sa classe. Je l'entends encore parfois. La chanson, je veux dire. Ce n'était pas seulement une note, c'était quelque chose de profond. Quelque chose qui se frayait un chemin dans votre cerveau et y plantait ses griffes. Les souvenirs reviennent comme un flot maintenant, me submergeant, m'étouffant de détails et de visions. Je n'arrive pas à l'évoquer assez vite. Putain, j'aurais préféré qu'on la rejette à la mer. Je suis désolé, c'est difficile à dire, mais je vais continuer. Carlos a donc été le premier à partir, mais il n'a pas été le dernier. Après qu'il ait sauté, nous sommes restés là, stupéfaits, à regarder l'eau sombre où il avait disparu. C'est Will qui a rompu le silence, en courant vers le bord et en criant « Carlos !» Sa voix était rauque. Il s'est précipité sur la balustrade, se penchant tellement que j'ai cru qu'il allait tomber à son tour. « Carlos, reviens à la surface. On va lancer une ligne. » Il a scruté les vagues, par-dessus la balustrade, mais il n'y avait rien. Aucun signe de Carlos, aucune agitation. Rien d'autre que le clapotis infini de la mer. La fille n'a pas bougé. Elle est restée assise sur le pont, trempée, la tête légèrement penchée sur le côté, comme si elle écoutait quelque chose à l'oreille. Ses lèvres bougeaient, mais cette chanson, mon Dieu, cette chanson. Elle n'était pas seulement dans l'air, elle était en nous, faisant osciller nos dents, bourdonnant derrière nos yeux. « Faites la terre !» La voix de Hal craque dans l'intercom. Il était toujours dans la cabine de pilotage, surveillant tout sans descendre. « Faites-la s'arrêter !» C'est Jack qui allait la chercher, le grand et bourru Jack qui ne reculait normalement devant rien. Il s'approcha de la jeune fille. « Très bien, ça suffit !» hurla-t-il. Il l'attrapa par les épaules et la secoua, comme si c'était une gamine qui se comportait mal. Elle ne le regardait même pas. Ses yeux étaient vides, non focalisés, comme si elle n'était pas vraiment là. Le son continuait à se faire entendre de plus en plus fort, de plus en plus aigu, comme s'il s'enfonçait dans nos crânes. La poigne de Jack se desserra. Il trébucha en arrière, s'agrippant la tête. « Arrête ça !» marmonna-t-il, la voix fêlée. « Arrête !» Et puis, il s'est retourné, se cognant la tête contre la paroi en acier de la cabine. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le craquement humide et écœurant des os et de la chair m'a donné envie de vomir. Mais je n'ai pas pu détourner le regard. Le sang maculait le mur entraîné. Mais Jack ne s'est arrêté que lorsqu'il s'est effondré sur le pont, le visage méconnaissable. Sa tête était concassée. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à paniquer. Will s'est précipité vers la porte des quartiers de l'équipage, en criant quelque chose d'incohérent. Danny, le plus jeune d'entre nous, est resté planté là, tremblant, des larmes coulant sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmurait-il, comme une prière, comme si quelqu'un allait lui répondre. Le bourdonnement pulsait, faisant vibrer le pont sous mes pieds. Je me suis senti attiré vers le bord. Mes jambes m'ont rapproché, sans que je le veuille, tremblant comme du caoutchouc. Je ne sais pas comment je suis resté debout. Peut-être était-ce le choc, ou peut-être qu'une partie de moi était déjà détachée, déjà en train d'abandonner. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le son devenait de plus en plus fort, plus insistant, plus mélodieux.
J'ai regardé par-dessus la balustrade, et c'est là que je les ai vus. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait de débris, des bouts de filet et des déchets qui flottaient dans les vagues. Puis, j'ai vu leurs visages. Des têtes d'enfants, pâles, boursouflés, les yeux larges et vitreux. Des dizaines d'entre eux flottant juste sous la surface, leurs bouches bougeant en rythme avec la chanson de la fillette, ouvrant et fermant, superposant lentement leurs voix en parfaite synchronisation. Un cœur entier. Mes jambes ont fini par lâcher. Je me suis effondré sur le pont, m'agrippant à l'acier sous moi pour ne pas glisser vers l'avant, pour ne pas tomber dans l'eau, avec eux. « N'écoutez pas les enfants !» j'ai crié, même si ma voix ne ressemblait guère à la mienne. Will est revenu en courant, se tenant la tête comme s'il essayait de l'empêcher de s'ouvrir. « Ils sont dans ma tête !» a-t-il sangloté, la voix haute et cassée. « Je les entends !» Il a saisi un couteau sur le poste de travail et l'a plongé dans sa propre gorge. Le sang gicla en un arc chaud et poisseux, et il s'effondra à côté du corps de Jack, tressaillant, tandis que la vie s'écoulait hors de lui. La jeune fille se leva, enfin. Ses mouvements étaient saccadés, peu naturels, presque robotiques. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et le son se modifia, devenant plus rythmé, plus euphorique. Cela faisait mal de l'entendre, mais c'était magnifique. Danny a été le suivant. Il est passé devant moi, silencieux, les larmes coulant encore sur son visage. Il a glissé sur le sang de Will, laissant une longue trace de bottes rouges. Il s'est redressé et a continué à marcher. Marcher jusqu'à ce qu'il enjambe la rambarde et en descende. Pas d'hésitation, pas de lutte, il est juste parti. Et l'océan dans lequel il est tombé n'était plus calme. Il est entré en éruption. Les vagues qui suivirent sonnèrent comme un spasme de verre explosé, comme un millier de poissons brisant la surface d'un seul coup. Danny n'a pas fait de bruit, mais l'océan grondait. Je ne me souviens pas d'avoir décidé de bouger, mais je me suis retrouvé à courir vers la cabine. Je savais que je devais trouver quelque chose pour me couvrir les oreilles. Les couloirs du navire, plus étroits que d'habitude, se refermant sur moi, alors que le cœur résonnait sur les murs d'acier. J'ai attrapé tout ce que j'ai pu trouver, des chiffons, du ruban adhésif, n'importe quoi pour me boucher les oreilles. J'ai enroulé le ruban adhésif sur ma tête, jusqu'à ce que mes oreilles saignent. Puis, je suis retourné sur le pont, pour voir si je pouvais aider quelqu'un. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Près de la proue du navire, j'ai vu 2 matelots s'engager l'un contre l'autre, Matt et Reynolds. Matt se tenait au-dessus de Ray, une clé à molette à la main. Il a donné un coup vers le bas. Le craquement fut un bruit sourd, humide et écœurant, presque creux. J'ai regardé Matt lever à nouveau la clé. Une autre rotation du poignet à faire tomber l'outil métallique. Encore et encore, jusqu'à ce que la clé frappe plus le pont que l'os. Je ne pouvais pas l'entendre, mais il semblait que Matt criait. J'ai fait demi-tour et je me suis précipité vers la poupe. J'ai trouvé Stanley et Greg blottis l'un contre l'autre près de l'entrée de la timonerie. Ils s'étaient aussi bouchés les oreilles, et nous avons échangé un regard qui se passait de mots. Je leur ai montré la porte en leur demandant de l'ouvrir, mais ils ont secoué la tête. Stanley a fait un signe vers la fenêtre d'observation au-dessus de nous. Elle était peinte en rouge. Des étincelles et des flammes illuminaient ce qui aurait dû être le système de contrôle. Je me suis retourné vers les hommes. Greg a fait un geste de pistolet avec sa main, l'a pointé sur sa tempe, puis a mimé un tir. Le capitaine Foster avait disparu. Je me suis effondré à côté d'eux. La chanson transperçait nos protections auditives. Nous savions que nous allions tous bientôt craquer. Finalement, c'est Stanley qui a craqué en premier. Il a arraché le ruban adhésif de ses oreilles en criant qu'il n'en pouvait plus et a couru vers le bord. Greg a essayé de l'arrêter, mais il ne pouvait pas courir aussi vite. Je n'ai même pas essayé. Je ne pouvais pas. J'ai regardé Greg sauter après lui.
Au lieu de les rejoindre, j'ai fini par marcher sur le pont en direction des conteneurs frigorifiques. Il y avait 20 hommes à bord du Marlin lorsque nous avons commencé notre voyage. À présent, une bonne poignée d'entre eux avaient sauté. Mais ceux qui étaient encore à bord, ceux que je pouvais voir, n'étaient guère plus que des masses de viande rapidement congelées, plaquées contre de l'acier froid. Matt n'était pas non plus là où je l'avais vu la dernière fois. Ray non plus. Cependant, des morceaux de Ray étaient collés à la rambarde, jetés par-dessus bord comme un seau d'alimentation. En passant devant la porte ouverte menant au niveau inférieur, je pouvais vaguement entendre la mélodie de la fille résonner à travers mes protections auditives. Je me suis demandé si Matt était descendu avec elle, ou s'il y avait une demi-douzaine d'autres Matt qui se brutalisaient les uns les autres dans ces couloirs exigus. Je ne voulais pas imaginer ce qui se passait là-bas, mais je l'ai fait. J'ai fini par me barricader dans l'un des conteneurs d'expédition. Je sais pas combien de temps j'y suis resté. Des jours, des semaines. Le temps a perdu toute signification. Tout ce que j'entendais, c'était le faible bourdonnement de sa chanson. Toujours là, me suppliant de sortir. Et puis, d'un seul coup, ça s'est arrêté. Lorsqu'ils m'ont enfin trouvé, je ne les ai pas reconnus tout de suite. J'étais affalé dans le coin du conteneur, recroquevillé sur moi-même, comme un animal effrayé. Les coups frappés sur la porte en acier étaient lointains, étouffés. Pendant un instant, j'ai cru que c'était elle, qu'elle était revenue, que la chanson allait recommencer et m'entraîner comme les autres. Mais ce n'était pas elle. Lorsque la porte s'est ouverte, en grinçant, j'ai cligné des yeux face à la lumière soudaine. Des voix filtrèrent à l'intérieur. De vraies voix. Pas les voix cassées des matelots morts auxquels je m'étais habitué. Un homme vêtu d'une combinaison de pluie d'hiver, orange vif, s'est agenouillé devant moi, sa main gantée posée sur mon épaule. « Tu es en sécurité maintenant », a-t-il dit, d'un ton doux. Mais j'ai vu la façon dont il m'a regardé, la façon dont ses yeux ont parcouru mes vêtements tachés de liquide, ma silhouette émaciée et mon visage creusé. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait trouvé. Ils m'ont sorti du conteneur et m'ont embarqué sur leur navire, l'Arctic Down. L'air était glacial, le ciel couvert, la mer, une vaste étendue grise s'étirant vers l'horizon. Je regardais le Marlin dériver silencieusement derrière nous. Son pont, autrefois animé, était désormais sans vie et luisant de sang gelé. Au début, je n'ai pas dit grand-chose. Je n'y arrivais pas. J'avais la gorge nouée et l'esprit fracturé. On m'a donné des couvertures, de l'eau et quelque chose de chaud à boire. Je me souviens que le capitaine, un homme d'âge moyen, au visage abattu et aux yeux bienveillants, m'a posé quelques questions. Que s'était-il passé? Où était mon équipage? Et depuis combien de temps j'étais en mer? Je n'ai pas pu répondre. Comment expliquer une telle chose? Comment dire à quelqu'un que l'océan a englouti 20 hommes à cause d'une petite fille aux lèvres cousues? Finalement, ils ont cessé de me poser la question. Peut-être pensaient-ils que j'étais en état de choc. Peut-être ne voulaient-ils tout simplement pas savoir. Au fil des heures, j'ai commencé à rassembler des fragments de ce qu'ils m'ont dit. Le Marlin avait été repéré en train de dériver sans but précis. Sa radio était muette et ses moteurs étaient morts. L'équipage de l'Arctic Down l'a abordé, s'attendant à trouver des problèmes mécaniques ou un équipage en détresse. Au lieu de cela, ils n'ont rien trouvé. Juste du sang sur le pont, ainsi que quelques effets personnels éparpillés dans les cabines, et moi, enfermé dans ce conteneur. Pas de corps, aucun signe de lutte, au-delà du sang. J'ai fini par leur parler d'elle, la fille, la chanson, les têtes dans l'eau. Les mots me semblaient ridicules, même à moi. Le capitaine écoutait, tranquillement. Son expression était indéchiffrable, mais je pouvais voir le doute s'insinuer dans ses yeux. Ce soir-là, après avoir dit ce que j'avais à dire, je me suis assis seul dans la cuisine. J'ai entendu les conversations des autres membres de l'équipage. Ils ne savaient pas que je pouvais les entendre. Il a peut-être craqué,
a dit l'un d'eux. Il a tué les autres et a perdu la tête. Ouais, mais ça explique pas le sang, a répondu un autre. Il y en a trop pour un seul homme. Ça aurait pu être des pirates, a suggéré quelqu'un d'autre. Mais les mots sont restés dans l'air, creux. Les pirates ne laissent pas un navire intact, et si quelqu'un disparaît, une rançon est déjà demandée. Lorsque le capitaine est entré, la conversation s'est arrêtée. Il m'a regardé et a hoché la tête, mais son expression en disait long. J'ai essayé de dormir cette nuit-là, mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais leur visage. Carlos descendant du pont, le crâne de Jake s'effondrant contre le mur, le regard vide de Danny marchant vers la mer. Et elle, toujours elle. Cette expression vide, ses yeux sombres, sans clin d'œil. Au petit matin, je les ai entendus à nouveau, faibles, presque imperceptibles, comme un bourdonnement porté par le vent. Je me suis redressé, d'un coup, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai couru jusqu'au pont, cherchant désespérément à me convaincre que ce n'était pas réel. L'océan était immobile, étrangement calme, sous la lumière grise de l'aube. Mais j'ai vu quelque chose. Une ondulation, un mouvement, juste sous la surface. Et puis, elles sont apparues. Les têtes. Pas des dizaines cette fois, mais des centaines, flottant silencieusement dans l'eau, leur bouche s'ouvrant et se fermant en un rythme parfait. J'ai reculé, tremblant, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Leurs yeux se sont fixés sur les miens, et j'ai senti à nouveau cette attraction, cette envie irrésistible de les rejoindre. J'ai crié pour appeler les autres, mais lorsqu'ils sont arrivés, l'eau était vide. Il n'y avait que les vagues, le vent et l'horizon gris, sans fin. Ils pensent que je suis fou. Peut-être que oui. Mais je sais ce que j'ai vu, et je sais que ce n'est pas fini.